privilégiés, c'est un exemple, c'est une illustration d'une élite organique plutôt qu'une élite traditionnelle. Vous savez, à Bois-Caïman, au congrès de Bois-Caïman, on retrouve des hommes et des femmes. Je vais parler des femmes, mais intéressons-nous aux femmes. Aux hommes d'abord. On retrouve Duty Boukman, qui est le co-leader de ce congrès avec Cécile Fatiman, qu'on va appeler Fatima. On retrouve aussi Jean-François, lui aussi coché. On retrouve Georges Biassou, lui aussi coché. On appelle Georges Biassou Zamba Biassou aussi. Et on retrouve un autre cocher, Toussaint Louverture. Imaginez ces divers cochers, parce qu'ils conduisent le carrosse de leur maître, ils conduisent la charrette de leur maître, ils conduisent la voiture de leur maître. Donc, pendant plusieurs années, ils ont sillonné toute la colonie, ils ont établi, n'est-ce pas, un réseau d'informateurs et d'informations. Et ce qu'on sait, c'est que le congrès de Bois-Caïman a été préparé pendant plusieurs années. Souvent, nous, et c'est ce que nous laisse croire le petit manuel de Dorsainville, le petit manuel d'histoire de Dorsainville qu'on a eu à l'école primaire, et même certains profs d'histoire qu'on a eu au primaire ou au secondaire, on ne peut pas leur demander d'être des experts dans cette affaire-là, nous ont laissé croire que Bois-Caïman a été quasiment une affaire spontanée là qu'on a préparée pendant 2 ou 3 jours, et puis bang, ça a donné lieu 8 jours plus tard à une révolte, bang, non, 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 pas du tout. Ce qu'on sait, quand je consulte les archives, je vous ai dit que je travaille en ce moment sur Toussaint Louverture, on découvre que ces cochers-là, dont je vous ai cité les noms, n'est-ce pas, ont préparé de longue main le congrès de Bois-Caïman. Ils ont choisi le lieu, ils ont choisi le jour, en fonction de l'éclairage, en fonction de leurs connaissances mystiques aussi. Et à ce congrès de Bois-Caïman, il y a eu plus d'une centaine de représentants de plus d'une centaine d'habitations, seulement dans le Nord. Et là, je ne parle pas des représentants qui arrivaient d'autres plantations dans les autres provinces. Imaginez la province de l'Ouest, imaginez les provinces du Sud, imaginez l'autre partie de la colonie, l'Est, qui va, comme on le sait aujourd'hui, reconnu comme la République dominicaine. Les représentants d'à peu près toutes les plantations étaient là à Bois-Caïman. Mais vous me posez la question, comment ont-ils pu être là quand le Code noir faisait interdiction aux esclaves? Donc le Code noir interdisait aux esclaves, ils étaient sous l'interdit de se réunir de nuit, de se réunir sur les plantations d'un autre. Et même s'ils ont pu le faire de nuit, comment ont-ils pu échapper à la vigilance de leur maître? Imaginez quelqu'un qui vient par exemple de la province de l'Ouest. Imaginez, enfin du port républicain, ce qui devient par exemple le Port-au-Prince aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui vient de l'Est. Mais comment cette personne-là a-t-elle fait pour être présent sur l'habitation de Normand de Mézy, Bois-Caïman? Mais d'abord, vous notez, ils avaient des codes. Ils avaient des codes, ils avaient une connaissance parfaite du lieu pour arriver à un certain lieu, à une certaine heure. Mais vous me posez la question, comment ont-ils fait pour être présents sur l'habitation normande de Mézy et retourner sur leur plantation d'origine sans soulever le soupçon de leur maître? Ah! C'est là où la mystique noire va être importante. Je vous ai déjà parlé de ce livre de mon ami que j'ai préfacé, Fouchard Justinville, qui parle des sociétés secrètes en Haïti, de l'imaginaire au réel. Et regardez le sous-titre, « Une analyse du rôle des sociétés secrètes dans l'indépendance et la vie sociopolitique contemporaine d'Haïti ». C'est un petit bijou de livre dont je vous recommande la lecture. Eh bien, grâce à Fouchard Justinville, j'apprends à nouveau que beaucoup de cochers avaient une connaissance mystique qu'ils importaient de l'Afrique,
connaissance mystique, et là je vais vous regarder dans les yeux pour vous le dire, parce que c'est parce que l'école vous apprend que vous devez, enfin, personne ne peut voyager à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière, c'est ce que Einstein nous apprend, c'est de la foutaise tout cela. L'école nous apprend que si je dois, par exemple, j'enregistre dans un studio à Montréal, si je dois me rendre, n'est-ce pas, aux États-Unis, je dois le faire soit par air en avion, soit par mer en bateau, soit, n'est-ce pas, par terre en voiture. Et je ne serais pas assez fou pour m'imaginer que je peux me rendre, n'est-ce pas, à New York à pied. Je serais mort avant. Eh bien, vous savez quoi? La science africaine, j'appelle ça une science africaine, nous apprend que nous pouvons aussi voyager hors du corps. C'est ce qu'on appelle la téléportation. On peut voyager en esprit. Oui, je vous regarde dans les yeux. Moi, le docteur, moi, le PhD, là, d'accord? Moi, le gradué de McGill. Vous savez, toutes ces choses-là ont leurs limites. Hein? Vous savez, McGill a plein de choses qu'elle n'enseigne pas parce que McGill ne sait pas tout. Un jury de formé de PhD est formé, n'est-ce pas, de connaissances occidentales très limitées. Mais nous, les afro-descendants, nous savons qu'il existe une autre sorte de science. La science mystique, et je dis bien c'est une science. J'aime à dire que la mystique, c'est une science que la science n'a pas encore découverte. Et ce que la mystique afro, la mystique africaine, la mystique nègre, qu'on appelle génériquement la mystique vaudou, ce que cette mystique nous apprend, et je vous ai dit c'est une science, c'est qu'on peut voyager hors du corps. Le voyage dans l'esprit. Et donc, beaucoup de cochers qui ont représenté d'autres plantations à ce congrès à Bois-Caïman le 14 août, ils l'ont fait hors du corps. Ils ont voyagé en esprit, ils ont pu participer à cette rencontre physiquement, et là, ils se sont téléportés dans leur plantation d'origine pour ne pas susciter la méfiance du maître. Ah ouais, mais voilà, fils aimé parle de téléportation, je n'y crois pas. Je ne vous demande pas de croire. Moi, je vous ai dit que je sais que la téléportation existe pour avoir vu mon père la pratiquer. Je sais que la téléportation existe pour en parler à d'autres gens qui pratiquent cette science-là. Donc, non seulement ils ont pu se réunir à temps au cours de la nuit à ce congrès à Bois-Caïman. Ce congrès s'est préparé pendant plusieurs années et à ce congrès ont été représentées à peu près toutes les grandes plantations de la colonie. Et ils ont décidé à ce congrès qu'ils en finiraient avec l'esclavage. Moi, c'est cette prise de conscience-là qui me fascine. Malgré tout l'appareillage du maître esclavagiste, l'appareillage idéologique, religieux, l'appareillage idéologique pseudo-scientifique, l'appareillage militaire, la gendarmerie, la maréchaussée, les policiers, les chiens renifleurs qui pourchassaient les esclaves, qui se révoltaient contre l'esclavage, les leaders des Noirs se sont réunis à ce congrès politico-spirituel de Bois-Caïman pour dire nous allons en finir avec l'esclavage. Quoi qu'il nous en coûte, nous ne retournerons plus sur les plantations comme esclaves. Et c'est intéressant. Ce congrès a eu lieu le 14 août 1791 et jamais les esclaves ne retourneront sur les plantations comme esclaves. Ils vont retourner sur les plantations à titre de travailleurs. Vous savez, ils vont signer à certains moments des contrats de travail avec leur maître. Il y avait, n'est-ce pas, ce contrat de travail, divers contrats de travail qui ont été conçus par Sontonax, par Hérouville, n'est-ce pas, plus tard, Hédouville, pardon, comme agent du directoire, mais jamais depuis 1791, les esclaves vont accepter de retourner sur les plantations comme esclaves parce qu'ils ont dit non.
à ce congrès de Bois-Caïman se sont représentées toutes les ethnies africaines qui étaient à Saint-Domingue. Quel exploit! Je vous ai parlé au début de ce hors-série du fait que le blanc nous divisait en ethnies, en dialectes, etc. Eh bien, les cochers ont trouvé une façon de communiquer entre eux, mais parce qu'en tant que cocher, ils devaient communiquer avec le maître, donc ils parlaient le créole, ils baragouinaient 9 fois sur 10 le français, et ils vont utiliser le créole comme langue passerelle pour communiquer entre eux et pour décider de ce qui allait être la révolte générale des esclaves. Aïe, 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 le temps est court hein, quand on fait un hors-série. Mais il y a un certain nombre de leçons à tirer de Bois-Caïman. D'abord, une révolution, ça se prépare. Une révolution ne se fait pas en l'espace de quelques semaines. Une révolution, ça se prépare. Une révolution doit être conçue par des élites conscientes, des élites consciencieuses, des élites organiques, des élites qui prennent fait et cause pour la masse. Bois-Caïman, le congrès politique et spirituel de Bois-Caïman. Politique parce que ils allaient changer le système politique. Spirituel parce que nos ancêtres se sont réunis en se servant de leurs connaissances mystiques. Les fameuses sociétés secrètes étaient mises à contribution lors du congrès pour les renseignements, pour les voyages hors du corps, pour neutraliser l'ennemi, pour les tuer aussi. C'est aussi le rôle des sociétés secrètes, d'où ma recommandation du livre de Fouchard-Justinville. Et 7 jours plus tard, nos ancêtres ont dit « basta l'esclavage, on ne retournera plus sur les plantations comme esclaves ». Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les Blancs ne sont pas invincibles. Et ça, c'est une leçon importante pour nous. Donc, ce que le congrès politico-spirituel du Bois-Caïman prouve, c'est que les Blancs ne sont pas invincibles. Aujourd'hui, nous sommes pris sous les griffes des Américains, sous les griffes des Français, sous les griffes du Canada, sous les griffes du corps groupe. Et quand on ne s'inspire pas de l'histoire, on est tenté de croire que les Blancs sont invincibles, les Américains sont invincibles, les Français sont invincibles. Foutaise. Le congrès politico-spirituel de Bois-Caïman montre que les Blancs, même s'ils sont mieux armés que nous, ont déjà été vaincus. Ils ne sont pas invincibles, on peut les battre. Ça prend de la préparation, ça prend des renseignements, ça prend la détermination. Pour qu'une révolution réussisse, elle doit être conçue, oui, par les élites, mais la révolution doit être faite en accord avec la masse, qui doit être conscientisée, qui doit être sensibilisée. Toussaint Louverture a dit qu'on peut vaincre une armée, mais qu'on ne pourra jamais vaincre un peuple en armes. Une autre leçon à tirer du congrès de Bois-Caïman, c'est que et les hommes et les femmes doivent être mis à contribution. Tous doivent être inclus dans ce combat. Je vous ai dit qu'à Bois-Caïman étaient représentées les diverses ethnies africaines présentes sur la colonie. Ces ethnies dépêchaient leurs représentants. Pour réussir une révolution, nous ne devons pas seulement utiliser les armes de l'ennemi, ce que les cochers ont fait. Ils ont pris les fusils aux ennemis, mais nous devons surtout utiliser notre mystique à nous, d'où l'utilisation, d'où, si vous voulez, l'utilité des sociétés secrètes. Il y en a encore aujourd'hui. Elles sont en dormance. Nous devons les réactiver. Et pour préparer une révolution, nous devons faire une offre fédératrice à la population. Quelle était l'offre de nos ancêtres à Bois-Caïman? Jamais plus d'esclavage. Nous allons créer une société égalitaire. Nous allons créer une société libre
où tous et toutes vont pouvoir vivre sur la base de leur mérite, sans tenir compte de l'accident épidermique. Et ça va être ça le motto, la motivation de Toussaint Louverture dans son projet de société. Nous allons créer une société libre, égalitaire et méritocratique. Toussaint Louverture n'est pas un mangeur de blanc. Toussaint Louverture n'est pas un raciste au sens où on parle aujourd'hui de racisme à rebours, puisqu'il a subi du racisme. Il déteste les blancs, non. Toussaint Louverture avait autant de blancs dans son entourage qu'il pouvait faire appel aux noirs. Ce n'était pas ça qui motivait Toussaint Louverture. Ce n'était pas ça qui motivait nos ancêtres non plus. Ils voulaient une société libre, une société égalitaire, une société méritocratique, c'est-à-dire basée sur le mérite. Et ils étaient à ce point organisés, ils étaient à ce point déterminés, ils étaient à ce point solidaires que ce qui a débuté le 14 août 1791, qui va éclater le 21 août 1791 en une révolution, une révolte généralisée, on fout le feu dans toutes les plantations, car il fallait faire mal à l'esclavagiste dans ce qui compte pour lui. Qu'est-ce qui compte pour l'esclavagiste, n'est-ce pas? Eh bien, c'est sa plantation. On y met le feu. Et donc, ce qui allait démarrer le 14 août, qui va aboutir le 1er janvier 1804, l'était en raison de tous ces éléments-là. Et même lorsqu'un Toussaint Louverture sera déporté, et c'est une autre leçon, la leçon fondamentale, et c'est la dernière aujourd'hui que nous devons tirer de Bois Caïman, même lorsqu'un Toussaint Louverture sera déporté et assassiné parce qu'il a été privé de nourriture, de soins médicaux dans sa cellule à Fort-de-Joux, ceux qui vont continuer la lutte ont été précisément les disciples de Toussaint Louverture. Pensons à un Christophe, pensons à un Dessalines, pour ne citer que cela. Pensons à un Capois. Tous ceux-là ont été des soldats qui ont travaillé dans l'armée de Toussaint Louverture. De même, lorsqu'on a capturé Boukman, le co-leader de Bois Caïman, et qu'on l'a décapité, le mouvement n'a pas cessé pour autant parce que Bois Caïman a été préparé pas par un homme, même si un homme en a été le leader, à la mort, que dis-je, à l'assassinat de Bois Caïman. Les autres, Jean-François, Zamba Biassou, Cécile Fantiman et Toussaint Louverture vont être prêts à poursuivre le combat, car qu'un homme tombe ne signifie pas la fin de la lutte. Quelle histoire passionnante. Vous m'avez vu passionné par cette histoire, parce que quand je revisite les fondations historiques d'Haïti, on a tout pour préparer et réussir une révolution d'aujourd'hui. L'Haïti d'aujourd'hui ne peut pas mourir, elle est seulement anesthésiée, elle est seulement zombifiée. Elle est zombifiée parce que les élites d'Haïti ne sont pas des élites organiques qui prennent fait et cause pour les masses. D'où le travail que je fais, le travail de conscientisation, pour qu'il y ait une préparation, pour qu'il y ait une véritable combite dans le langage haïtien et qu'on détruise le système qui nous garde sous l'emprise de la communauté internationale et qu'on recrée dans d'autres conditions une révolution pour créer un pays libre, un pays prospère, un pays où tous les enfants d'Haïti, tous les hommes et femmes de bonne volonté pourront vivre fièrement et dignement. Merci de votre attention. On garde le moral car tant que va le moral, tout va. On se retrouve une prochaine fois pour un autre hors-série. Likez, partagez l'émission, abonnez-vous si ce n'est encore fait. Au revoir.